Hello les légendes, troisième hors-série dédié au tournoi du circuit avec le directeur du Masters 1000 de Monte-Carlo, Zeljko Franulovic, qui a été cinquième mondial et qui a connu l'époque des balles de tennis blanches et des raquettes en bois. Zeljko a justement remporté le tournoi de Monte-Carlo et fait finale à Roland-Garros, rien que ça. C'est donc un entretien en 3 temps que je vous propose aujourd'hui. La première partie est sur la carrière de notre invité, qui a pour ainsi dire tout vécu sur le circuit et en dehors. Un parcours qui gagne sincèrement à être connu, surtout si vous voulez aiguiser vos connaissances du circuit. Pour la seconde partie, Zeljko nous explique la manière dont il a créé un tournoi exhibition en réussissant à faire venir les plus grands joueurs du monde ainsi que ses différentes fonctions au sein de l'ATP. Enfin, la troisième partie est dédiée à l'édition 2021 du Master 1000 de Monte-Carlo, qui est un des plus vieux tournois au monde dans son sublime country club créé en 1897. Si vous voulez nous motiver à continuer ce genre de format, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et un avis sympa, ainsi que sur YouTube, vous devenez instantanément une légende dans notre cœur. Place à ce troisième hors-série sur l'organisation de tournois du circuit, et aujourd'hui pas n'importe lequel, alors bonne découverte et bonne écoute à tous. Zeljko, tu es né un 13 juin 47 à Split en Croatie, deuxième ville la plus peuplée du pays derrière sa capitale Zagreb. Tu as été joueur de tennis professionnel de 66 à 83 et tu es maintenant directeur du Monte Carlo Rolex Master depuis 2005. Spécialiste de terre battue, droitier revers à une main, tu as gagné 9 titres sur le circuit. On a d'ailleurs un point commun, Zeljko, puisque tu as gagné le tournoi de Mâcon et je suis bourguignon. Voilà, c'est dit. Maxime, bonjour. Je vois que tu es bien renseigné. Hein. Et c'est pas Bravo, hein, fini, parce que ça n'est pas fini. encore. Ouais. Tu as été cinquième mondial à ton meilleur. Quand même, j'allais pas rester sur le titre du tournoi de Mâcon. Je vais quand même préciser que c'était en 70, 2 ans après la création de l'Air Open. Tu as gagné Monte-Carlo, justement, cette année-là, puis fait finale à Roland-Garros contre Jan Kodeš, qui était un joueur tchèque qui a été cinquième comme toi, qui a gagné 2 fois Roland, 2 fois Wim et qui a fait finale à l'US. À cette époque, il est important de préciser qu'il n'y avait pas de tie-break en fin de set. Cette règle est venue 3 ans plus tard, en 73. Je précise juste pour la gouverne des auditeurs qui vont nous écouter plus tard que le tie-break a été créé en 54. Tu as participé aux 2 premières éditions du Masters de fin d'année en 70 à Tokyo et en 71 à Paris. C'était sur moquette à l'époque, devant 6500 personnes. Tu es devenu bien plus tard directeur de cette épreuve dans les années 90 pendant 9 ans. Sachez d'ailleurs que l'événement se jouera à Turin fin 2021 et jusqu'à 2025 devant 16 600 fans en délire, comme à ton époque, j'imagine. Après ta retraite, tu as créé un tournoi exhibition en 84 à Lausanne, la Coupe Ebel Classique, sur laquelle tu as réussi à réunir les meilleurs joueurs de l'époque, les Borg, Edberg, Becker, Nastase, Noah et autres Goran Ivanisevic au bord du lac Léman. En 89, tu as travaillé à l'ATP, à la réorganisation du circuit pro. En 97, tu deviens responsable de l'ATP Tour Europe, basé à Monaco, avant de prendre la direction du tournoi de Monte-Carlo en 2005. Et enfin, entre 2007 et 2009, tu as été membre du Board of Directors de l'ATP. Tu as également été un temps entraîneur de l'équipe de Croatie de Coupe Davis. Est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas fait dans le tennis, Zeljko? J'ai l'impression que tu as tout vu. Maxime, quand je suis, tu sais, je suis occupé un peu pour le tournoi qui s'approche, tu as tout dit, je peux partir, Merci, au n'est-ce pas? revoir. Merci. Moi, je n'ai Allez, plus rien à dire. à la prochaine. Pas que je n'ai rien à rajouter, je n'ai rien à dire. Bon, blague à part, oui, tu as fait ma carrière de A à Z. Maintenant, je suis prêt à répondre aux questions un peu plus détaillées, si tu veux. Hein. Alors, même si je t'ai envoyé une liste de questions parce que je sais, tu vas nous dire en quelle année tu es arrivé en France, je ne sais pas depuis quand tu as appris le français. Il y en a une que pour commencer, que j'ai insérée, c'est que tu as commencé le tennis avec des balles blanches qui étaient faites de laine à l'époque. C'est bien ça? Oui, les balles blanches, hein, c'était partout. Hein. Les balles jaunes sont arrivées vers les années 65, 66, à mon avis. Hein. Et est-ce que tu te souviens, la première fois où tu as joué avec les balles jaunes, est-ce que tu as ressenti? Est-ce que c'était très différent? C'était très différent.
c'était une découverte pour tout le monde, mais après, à un certain moment, on s'est rendu compte que c'est plus pratique, la visibilité était meilleure Ouais. et on était tous contents. Yes. Et justement, ouais, les créateurs ont lancé cette idée pour le confort visuel des téléspectateurs. Est-ce qu'on peut revenir à la genèse et est-ce que tu peux nous raconter ta découverte du tennis? Écoute, c'était du pur hasard, hein, parce que on habitait juste à côté, hein, la première maison. J'attendais le bruit des balles le matin, le soir. Et puis, comme tu sais, à cette époque, le tennis, c'était pas ce qui est maintenant, hein. Tout le monde jouait soit au foot, bon, à Split en Croatie, soit au foot, soit au basket. Et puis, comme j'habitais à côté du tennis, j'ai commencé le tennis, mais c'est vraiment le pur hasard. Et tu te souviens ce que tu as ressenti en particulier? Du plaisir ou c'était pour faire comme tes copains? C'était quoi l'idée? Ah, ben, on était tout d'abord un groupe de copains, comme on allait jouer au tennis au lieu de foot, Ouais, mais c'était pas pour faire carrière, hein. Là, c'était vraiment du plaisir parce que beaucoup de mes la plupart de mes copains, ils ont quitté le tennis et sont partis faire autre chose, water polo, natation, comme on habitait au bord de la mer. Mais si je suis resté, ça veut dire vraiment, je prenais plaisir et j'aimais le sport. et tu viens d'une famille plutôt aisée, plutôt. Enfin, est-ce que tu peux nous préciser un peu tes origines? Ouais, moyenne. Mon père était, bon, la mère, un capitaine d'un bateau commercial qui voyageait le monde comme moi je fais après. Et D'accord. ma mère, était la femme au foyer qui s'occupait de nous, de ses enfants. Est-ce que tu peux nous raconter ton évolution, du coup, ta progression chez les jeunes et à partir de quel moment tu as commencé à rêver, si toutefois tu as rêvé? Euh, Comme je te dis, c'était pas pour vraiment faire une carrière, c'était plutôt pour se prendre du beau temps avec les copains parce qu'on faisait n'importe quoi sur les cours de tennis aussi et surtout pour voyager parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de télé, on n'avait pas tellement l'occasion de voir sur les réseaux sociaux, sur la télé, sur le streaming, sur le digital et tout ça, on nous bombarde un peu trop, mais ça aide quand même aux jeunes de commencer une carrière un peu plus cohérente. On avait des idoles, hein. À mon avis, c'était à l'époque Lever Rosewall, mais on les voyait une fois en 2 mois, hein. C'était pas comme aujourd'hui. Alors, Ouais. c'était rien à comparer. Et ça nous donne l'opportunité de voyager, et de se déplacer, de voir le monde. Mais à quel moment tu as compris que tu pouvais devenir professionnel? J'ai commencé de gagner les championnats déjà junior, senior en Croatie, et puis j'ai commencé de faire les bons résultats aussi à l'international, hein. Et Ok. là, j'ai compris que ça peut être quelque chose de plus concret, pas seulement le plaisir, mais je n'ai jamais perdu le plaisir, hein. J'ai continué de jouer, de voyager, faire les tournois et avoir de bons résultats aussi. Tu te souviens le moment où tu as dit à tes parents, je veux devenir joueur de tennis professionnel? C'était une époque où ça n'existait pas tant que ça. C'était hyper précurseur. C'était jamais dit si précisément, si concrètement, parce que moi, j'ai continué ma scolarité. Ok. Bon, le lycée, gymnase et l'université de droit. D'accord. Comme ça, bien que je passais plus de temps en jouant le tennis et en voyageant que dans les bancs d'école, je transféré ma carrière petit à petit à un joueur de tennis professionnel, comme le tennis évoluait aussi à l'époque. Et comment tu faisais pour voyager au départ, pour financer tes déplacements? Ouais, c'était pas facile, mais bon, c'était pas non plus comme aujourd'hui où tu dois voyager pas tout seul, hein. Si tu un bon niveau, il faut un entraîneur, un coach, un préparateur physique, tout ça. Et ça, les coûts sont devenus exorbitants, mais les joueurs gagnent beaucoup plus. À l'époque, bon, déjà, c'est la fédération qui nous envoyait un peu dans les championnats internationaux. Et à un moment donné, quand je suis devenu un peu meilleur, bon, j'étais invité à faire les tournois. Et puis ça, c'est l'organisateur qui nous invitait et qui payait nos frais.
On a fait un épisode là, avec Jean-François Cojol qui a joué à une époque où sur le circuit, il nous expliquait qu'il y avait 150 joueurs classés mondialement. Est-ce que toi, c'était pareil ou il y en avait encore moins? Le vrai classement ATP a commencé à 72-73 avec une centaine de joueurs, bien sûr, où Nastase il était le premier numéro un. Mais avant ça, cela, il y avait aussi un classement par le mérite. Hein. On savait bien qui était bon, qui était mauvais. Hein. Mais je n'ai jamais su combien de... Bon, maintenant, il y a plus de 1000 joueurs classés. Hein. À l'époque, ça commençait par une centaine. Elle ressemblait à quoi ta programmation annuelle de tournoi? Et ça dépend de quelle époque, hein, parce que on commençait en hiver, janvier, février, on allait aux États-Unis, ça s'appelait un circuit indoors américain. On rentrait en Europe et bien sûr, on enchaînait les tournois sur la Côte d'Azur. Après Roland-Garros, Wimbledon, de retour aux États-Unis. Et puis ça a commencé en octobre, en automne, la tournée asiatique et australienne. Et comment tu as appris le français? Du coup, tu es arrivé en France, tu t'es entraîné en France, c'était quoi le cheminement? Merci, je n'ai jamais étudié le français. Tout d'abord, en école, on apprend l'anglais, hein, on parle tous anglais, et puis l'italien, comme on était sur la côte d'Almat, à côté d'Italie. Mais le français, j'ai appris comme ça, sur le circuit avec mes amis, les joueurs français, ou en travaillant après à l'ATP à Monaco ou pour le tournoi. Et c'était qui tes potes à l'époque sur le circuit qui t'apprenaient les premiers gros mots? Il y avait François Geoffrey, Georges Goven, Patrick Proisy, Ok. Eric Debliquet, bon, j'en Cojol aussi passe. Euh, Pujol, Jean-François, oui, bien sûr. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous raconter ta vie sur le circuit à l'époque? Enfin, la première question, c'était ta vie sur le circuit à l'époque, à quoi ça ressemblait, mais tu nous en as plus ou moins déjà parlé. Est-ce que donc c'était une époque où tu logeais chez l'habitant, où ça fumait dans les avions, tout était très différent. Est-ce Ouais. que tu peux nous faire un peu comprendre à quoi ça ressemblait? Rien à voir avec le circuit d'aujourd'hui. À notre époque, il y avait une vraie convivialité. On voyageait ensemble, on s'entraînait ensemble, on mangeait ensemble. Pas tous ensemble, mais je ne dirais pas que c'était des clans, mais c'était des groupes, des amis, des joueurs du même pays ou de même âge. On n'était jamais seuls dans la chambre où on sortait ensemble, ça c'est sûr, et puis on s'entraînait entre nous. Maintenant, c'est difficile de voir les joueurs s'entraîner entre eux, hein, parce que je ne sais pas s'ils ont peur que l'autre il change la tactique ou quelque chose. Bon, tu as dit, les voyages étaient complètement différents. Rien n'était comme aujourd'hui. La vie était beaucoup plus lente. On arrivait à faire autre chose aussi, hein, parce que c'était pas le tournoi après tournoi, forcément. Hein, mais on enchaînait un ou deux tournois, puis on rentrait à la maison. Ouais. Mais la grosse différence, la plus grande différence, c'était qu'on vivait ensemble. Hein. On vivait le tour, le circuit ensemble. Maintenant, c'est plus le cas. Vous faisiez la fête aussi un peu sur le circuit ou pas? Ah oui, ça aussi. Hein. Ça aussi, c'était un peu moins rigoureux, hein, mais on savait se concentrer aussi hein, et se préparer pour le tournoi. Tu étais du genre à beaucoup t'entraîner physiquement, techniquement sur le terrain. C'était quoi ta manière à toi de te préparer? Oui, bah, j'ai aimé le jeu. Hein. Jamais un jour a passé que je n'ai pas joué au moins une heure. Même dans les périodes les plus où j'étais plus occupé soit avec l'école, soit avec l'université, j'ai trouvé toujours le temps de jouer. Et donc à l'époque, à ton époque, quasiment tous les gars jusqu'à Borg avaient un revers à une main. T'as pas échappé à la règle, tu étais droitier revers à une main, spécialiste de terre. Est-ce que tu peux nous préciser un peu quel était ton style de jeu, ton coup fort? Euh, Moi, je peux dire que j'étais un joueur tout-terrain, hein, complet. Ok. Pas que je restais au fond de cours comme certains ou que je montais comme un malade au filet après chaque balle. J'avais un jeu assez complet, ce qui me permettait de m'adapter aussi à jeu de mes adversaires. J'étais meilleur sur terre battue, hein, parce que là, il fallait construire un peu plus. Hein. Il n'y avait pas de points gratuits. Là, vraiment, pour faire un point, il a fallu faire une bonne construction, hein, pas comme aujourd'hui. C'est bien sûr que tout le monde joue au fond de cours maintenant, hein. Même avec le progrès de matériel et le progrès de joueurs eux-mêmes physiquement.
Là, c'est impressionnant comme ils jouent, hein, ça c'est clair. Hein, ça n'a rien à voir avec notre époque. Une courte pause pour te rappeler de t'abonner à la chaîne, ainsi qu'un pouce si t'es sur YouTube ou 5 étoiles avec un avis sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide comme jamais et nous pousse à tout donner chaque semaine pour te régaler. T'étais un monstre, toi, physiquement, pour construire tes points sur Terre? Non, pas du tout. Je bougeais bien et puis j'étais assez complet, c'est tout. Okay. Ton matériel à l'époque, c'était quoi? Moi, je finissais à l'époque de raquettes en bois, hein, et puis je passais à la raquette de composite. Je dirais que ça facilite beaucoup le jeu, mais après, tout le monde les utilise, hein, ça égalise aussi. Quelles étaient les marques qui te sponsorisaient, fringues Les marques, et raquettes? ouais, à mon époque, à mon avis, les plus importants, c'était Dunlop et Slazenger, c'était des Anglais. Ouais. Et après, c'est Head qui est rentré dans le jeu avec les raquettes composites. Mais maintenant, tu as des marques d'excellente qualité, beaucoup de marques Et mondiales. t'avais des vêtements aussi en sponsor? Absolument, Lacoste, y compris. Lacoste, Fred Perry à l'époque, c'était à mon avis les deux La seuls. classe. Après ça, oui, la classe, et après ça, il y avait d'autres qui sont arrivés aussi sur le marché. Est-ce que tu te souviens de ta pire galère sur le circuit? Je me suis blessé à l'épaule en année 72. Hein, j'ai dû m'opérer. Ça m'a fait perdre plus d'une année. C'était vraiment une opération compliquée. Et ça m'a fait vraiment perdre toute une année. Et puis, dans une année, beaucoup de choses arrivent. Hein. Les autres joueurs sont arrivés. Borg, Villas et tout ça. C'était difficile de les rattraper après. Et en termes de problèmes de logistique, est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre tes raquettes, de te tromper de ville pour un tournoi ou j'en sais rien, un truc un peu ubuesque? Ah non, mais ouais, un truc ubuesque, c'est un peu drôle aussi. Si tu as le temps, je te raconte une anecdote. Hey, On Zelko, jouait, je suis là ouais, pour ça, hein, donc oui, j'ai le temps. ouais. Bon, je disais qu'en fin d'année, au début de l'année, on jouait en Australie. Il y avait un tournoi à Sydney, hein, indoors. Je ne sais pas s'ils le font plus peut-être. Et puis là, on était tranquille, on finissait et arrive une invitation de Buenos Aires. Les meilleurs joueurs australiens et puis quelques Européens, et moi y compris. Mais on était au milieu du tournoi là, et puis Buenos Aires, c'est pas la porte à côté, hein, Ouais. surtout à l'époque. Et puis je dis, bon, on y va les gars, parce que les conditions étaient bonnes, on t'arrange tout ça. Nous, on a des prix, des billets d'avion, parce que comme on voyage toute l'année, et puis on fait des kilomètres et des kilomètres, on fait des miles, écoute, on s'occupe de voyage. Je dis, OK, parfait, parce que c'était compliqué à l'époque. C'était pas. Qui t'a dit ça? C'était Newcombe, Roche, je ne me rappelle plus, de tout bon Australiens qui étaient invités aussi. Ok. C'était pas l'Internet hein, où tu réserves. Et ils arrivent avec les billets. Je dis, mais le problème, on joue déjà lundi, tu sais, et on part dimanche, samedi soir. Je dis, pas de problème. Et je regarde le billet, on monte dans l'avion. Je pense à nos jours, il y a un vol de Sydney à Santiago, Chili, direct. Alors, Santiago, Chili, c'est en Amérique du Sud, c'est 2-3 heures de Buenos Aires. Hein. Ouais. Non, mais c'était pas ça. Alors, on a commencé et on a fait Sydney, c'était le même avion. Sydney, Honolulu, Hawaii, Los Angeles. Los Angeles, tout va bien, on change, mais on n'est pas encore en Amérique du Sud. Hein. Maintenant, Ouais. ça commence. Je dis, ben, Los Angeles, ça doit avoir quelque chose, Sao Paulo ou Buenos Aires. Bon, on monte dans l'avion, Los Angeles, Caracas, Guatemala City, Rio, Sao Paulo, Buenos Aires. Je ne savais plus quel jour était, quelle année était. Hein. Et voilà, on a joué, on a tous gagné. Voilà. Alors, Incroyable. tu peux compter les heures maintenant qu'on a passé dans l'avion. On Ouais. était dans le compartiment fumeur aussi. Eh Et bien, c'était drôle. tu fumais toi aussi sur le circuit ou pas? Non, non, pas du tout. Non, Non. personne fumait à l'époque. Non. Incroyable. Mais c'est étonnant que tu me parles de Sydney parce que j'ai vu sur ton palmarès que tu n'avais pas participé à l'Open d'Australie. Avec Wimbledon, Australie était trop loin. Et puis moi, je pense qu'à cette époque-là, dans la période dans le tournoi australien, j'ai passé mes examens. Et là, je prenais 1 ou 2 mois vraiment pour me concentrer sur mes études.
D'accord. Est-ce que c'était pareil à l'époque, à la fin de la saison? Est-ce que les tournois s'arrêtaient à peu près, novembre? Vous aviez le mois de décembre pour vous préparer? Oui, oui, même en octobre. Hein. Quand l'hiver arrivait, il y avait peu de tournois en Europe, pas de grands tournois en octobre, novembre et décembre en Europe. Hein. Quelques petits tournois ou exhibitions, et ça commençait fin décembre en Australie. Et est-ce qu'il t'arrivait de faire des intersaisons avec les légendes de l'époque, un peu comme Roger, il peut inviter un jeune joueur à Dubaï? Est-ce que toi, pareil, tu faisais des sessions de préparation, d'intersaison avec, des très bons gars ou t'invitais des gars en Croatie? Oui, effectivement, parce que comme on a un bon climat hein, par rapport aux autres pays, et puis on jouait comme ici à Monte-Carlo. Hein. Ouais. J'invitais Kodesh, bien Kodesh ou quelques autres joueurs on peut, vers la fin de l'année où on pouvait jouer à l'extérieur. C'était pas la préparation de Nadal ou Djokovic, hein, mais c'était quand même, on jouait un peu à l'époque où les autres ils pouvaient à la limite jouer sur le terrain très très rapide indoors. Hein. Ouais. Vous, c'était plus, barbecue et jeux de cartes entre deux sessions d'entraînement ou ça ressemblait à quoi? Il y avait un peu de tout, hein, mais pas forcément que l'entraînement. Hein. Moi, préparation physique. Est-ce que tu es devenu une star en Croatie, du coup? Non, on ne peut pas comparer ça avec l'époque maintenant où les joueurs sont tellement exposés via les Les réseaux sociaux? médias. Ouais, mais j'étais quand même connu hein, parce que les journaux écrivaient des tournois que j'ai gagnés ou des bons résultats que j'avais. Est-ce que tu sentais que tes parents étaient fiers de toi? À mon avis, oui, sans aucun doute. C'est bon ça. Est-ce que tu peux nous faire vivre la période assez sainte de ta carrière, à savoir ton titre à Monte-Carlo et tu as enchaîné finale à Roland? Est-ce que tu peux nous faire un peu le film de ce passage faste où tu as beaucoup gagné? Oui, ça, c'était mes meilleures années où j'ai fait la finale de Roland Garros. Malheureusement, comme on vient de le dire, je l'ai perdu contre Kodesh. J'ai gagné à Monte-Carlo. Ça, c'est aussi un de mes résultats préférés. Mais j'ai gagné d'autres tournois aussi, y compris le fameux Buenos Aires, hein, mais pas l'année où on est arrivé au bout de 3 jours de voyage. Indianapolis, c'était à l'époque le championnat des États-Unis sur terre battue. Ça, j'ai gagné, je pense, 2 fois. Et puis tout ça, c'était de bons résultats, vraiment jusqu'à la blessure qui m'a freiné un peu. Mais vraiment, moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est ce que tu as vécu à Monte-Carlo, ce que tu as ressenti, l'enchaînement avec Roland, dans quel état d'esprit tu étais. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de tout ça Ça allait tellement vite, hein, parce que Monte-Carlo et Roland-Garros, c'est combien? 2 mois de différence. Ouais. J'ai gagné ici. C'était vraiment un souvenir inoubliable. Hein, où il y a la princesse Grace qui m'a donné le trophée. Ça, c'était le moment où on n'oublie pas. Roland-Garros, c'était déjà un grand chelem très, très, très connu, très, très prisé, très, très reconnu, très respecté. Bon, arriver en finale une année et puis l'année après en demi-finale, c'était quand même quelque chose d'important. Tu savais, tu sentais quand tu étais 3e tour, 8e, quart à Roland, que tu étais en train de réaliser quelque chose de grand? Tu te le disais ou comment tu vivais Ouais, l'événement? ouais, mais écoute, à mon avis, chaque joueur sent, ça je suis sûr, si tu poses la question à Rafael Nadal ou Djokovic ou Federer, quand il commence le tournoi, bon, il y a toujours quelques matchs ou quelques tours de difficulté. Tout d'un coup, tout se met en place. Ils ne le disent pas, mais ils sentent qu'il y avait un déclic et ils se sentent invulnérables, hein, même s'ils ont des obstacles à franchir plus en plus difficiles. Mais il y a un moment où ça se met en place et on dit, bon, celui-là, il est bon. Et tu te souviens qui remettait la coupe en finale de Roland Garros? Je ne me rappelle plus, hein, parce que comme je ne l'ai pas gagné, peut-être ça, je ne me rappelle pas du moment de la remise de trophée. Ça a été dur pour toi de Euh, perdre en finale? Tu as eu du mal à t'en remettre ou comment tu l'as vécu? non, mais écoute, ça, à mon avis, c'est plus facile de perdre sans avoir de grosses opportunités. Tout ça, c'était un match assez facile pour Kodesh. Et bon, je me suis dit, bon, tant pis, hein, you win some, you lose some. Hein. That's it.
Est-ce que c'était les deux premiers gros prize money que tu gagnais entre Monte-Carlo et Roland? Tu sais, à l'époque, vraiment, on ne s'occupait pas trop de partie financière, hein. On était content d'être invité, d'être bon, logé dans les hôtels, les voyages payés, et puis on gagnait un peu d'argent. Mais tu sais, quand l'Open Tennis est arrivé en 68, ça commençait déjà à bien payer, 69, 70, rien à voir avec maintenant. Mais bien par rapport à l'époque avant. Ouais, j'ai vu d'ailleurs sur ta fiche Wikipédia que tu avais gagné 450 000 $, je crois, en prize money. Oui, Mais ce qui est quand même beau pour l'époque, a priori. Est-ce ouais, que, c'était bien. Mhm. est-ce que toi, t'aimais voyager et est-ce que tu prenais le temps d'aller voir un peu les merveilles dans chaque ville? J'adorais voyager parce que ça changeait tout le temps, hein. Et puis, c'est ça qui était bien. On n'était jamais trop longtemps dans le même endroit. Voir le Louvre ou les pyramides et tout ça, bien sûr, on l'a vu une fois. À cette époque-là, on n'avait pas tellement de temps de passer en dehors de cours, hein, parce que soit Hmm. tu te prépares, tu joues les matchs, ou si ça arrive que tu perds, le lendemain, tu as un peu de temps, mais tu essaies de récupérer et de t'entraîner pour le tournoi suivant. Ouais. Quel a été le match qui t'a le plus donné de frissons sur un cours, là où il y a la plus grosse ambiance, peut-être la victoire la plus symbolique? La plus symbolique, c'était sans aucun doute, c'était la demi-finale de Roland Garros où je perdais contre Cliff Richey de 7 à 1 et 5 à 1. Deux bases de match à 5-3. Et je gagne le quatrième 700 et le cinquième 700 et j'arrive en finale de Roland Garros. Ça, Énorme. c'est quelque chose d'extraordinaire déjà d'arriver en finale et de gagner un match pareil. Il y avait une grosse ambiance? Il y avait une grosse ambiance, malheureusement, ou peut-être heureusement pour moi, il y avait un vent très désagréable qui soulevait la terre et la poussière. À mon avis, ce n'était pas très agréable pour le public qui a quand même resté jusqu'à la fin. Est-ce que tu étais du genre à t'énerver sur le cours? Est-ce que tu as déjà cassé des raquettes, par exemple? Non, je m'énervais beaucoup, mais ça ne se voyait pas. J'avais cette capacité de le garder en moi, de le cacher, parce que je savais quand l'autre il s'énervait, ça m'arrangeait. Alors là, je ne voulais pas trop donner mes expressions et je les gardais pour moi. Mais c'était pas facile, hein. Est-ce que tu jouais la Coupe Davis aussi à ton époque? J'imagine que oui. Ouais, Ouais, tu te souviens ouais, d'une rencontre particulièrement folle à l'autre bout du monde ou un truc un peu ouais, incroyable? plutôt les tournois, tu sais, individuels, mais la Coupe Davis, on n'a pas fait des grands résultats à mon Ok, époque. d'accord. Kojol nous racontait une fois où il avait été invité au Pakistan, à l'autre bout Ah du monde, ouais. faire un tournoi parce que c'était bien payé, tout ça. Est-ce que toi aussi, tu as participé à des tournois comme ça sur invitation? Tu nous parlais de Buenos Aires tout à l'heure, mais est-ce qu'il y en a d'autres un peu improbables comme ça à Non, l'autre bout mais du monde? Buenos Aires, c'était merveilleux, un tournoi très haut niveau, c'était un plaisir de jouer à Buenos Aires. Ouais. Sauf le voyage que je viens de raconter. J'ai fait l'Inde avec Thiriac et Nastase, bien sûr. On a fait Calcutta et la frontière chinoise, hein. Mais ça, c'était l'époque où on était jeunes. On ne se rendait pas compte qu'il y avait des dangers potentiels de santé. On jouait à Lagos, hein, où il y avait des coups d'État toutes les 2 semaines. Mais on se foutait un peu, hein. Ouais. Et on visitait là, mais c'était une expérience très importante pour quelqu'un, hein, T'as jamais été en danger particulièrement? Non, non, jamais. Si tu devais nous donner le conseil numéro un qu'un coach t'a donné pendant ta carrière, c'est lequel? Pour moi, oui, bien sûr, j'avais des coachs, mais pas en permanence. Et puis, quelqu'un qui m'a dit, écoute, il a quand même examiné mon jeu. Il a dit, ah, toi, tu aimes monter au filet, mais écoute, si tu veux monter au filet, être sûr de gagner les points parce que il faut que tu améliores ta volée de revers. Et là, il avait raison. Et puis comment? Ben, écoute, à l'époque, on n'avait pas des paniers de balles et des machines qui te lançaient de balles et tout ça. Je dis, mais comment? Parce que personne veut, veut s'occuper de moi, mais de faire que j'entraîne ma volée de volée. Mets-toi contre le mur et fais les volets de revers. Après, je pense, un mois,
j'étais tout seul avec le mur Ouais. et je faisais les volets droits. Et ça, vraiment, ça m'a raffermé, ça m'a renforcé le bras. Et à partir de ce moment-là, ma volée de revers était meilleure. Le mur, c'est le secret, le Le mur. mur. À l'époque, c'était vraiment quelque chose qu'on utilisait beaucoup, hein, parce que après les machines sont arrivées, les coachs sont arrivés qui te faisaient des paniers, Ouais. des centaines de balles, hein, mais à l'époque, il fallait se débrouiller tout seul. Et si tu avais tout un stade rempli de jeunes fans de tennis à Monte-Carlo, là, le mercredi, par exemple, comme à Roland, et qui te demandaient le conseil numéro un que toi, tu as compris pendant ta carrière de joueur pour devenir pro, tu leur dirais quoi? De faire du mur? Non, parce qu'ils n'ont pas besoin de faire ça. Je leur dirais, écoutez, il faut tout d'abord avoir du plaisir, sinon arrêtez tout de suite. Après, le plaisir, ça vient bien sûr le talent et, et la volonté, mais vous pouvez tout avoir si vous ne faites pas, à côté de tennis, si vous ne faites pas une préparation physique. Parce que Ouais. ça, je sais ce qu'on ne faisait pas nous, hein. Il n'y avait pas la gym après le tennis, le stretching. Bon, un petit peu, ça commençait plus tard. Alors, je dirais, il faut, parallèlement avec le tennis, il faut développer un bon corps d'athlète qui, regardez les joueurs maintenant, Djokovic, Nadal, Federer, à mon avis, c'était les athlètes les plus complets au monde. Alors ça, c'est ce que je dirais en jeune. Il ne faut pas négliger la préparation physique. Il faut la faire parallèlement avec le tennis. Est-ce que tu te souviens le moment où tu as pris ta retraite et ce que tu as ressenti? Est-ce que, tu sais, parfois, les athlètes expliquent qu'ils ressentent une mort intérieure de voilà, l'après-carrière. Est-ce que toi, tu as ressenti ça? Comment ça s'est passé? Non, parce que c'est arrivé graduellement. C'est pas un jour au lendemain où tu prends la décision et puis après tu ne sais pas plus quoi faire. Moi, j'ai déjà eu un petit projet pour le futur. Comme tu viens de dire, j'ai commencé d'organiser les tournois déjà à Lausanne. Ça faisait un grand plaisir d'inviter mes copains. Borg, Pesci à l'époque, tout le monde a joué, Edberg, Ouais. Becker. Alors là, ça, à mon avis, ça découlait tout seul, hein. Je n'ai pas eu le temps de regretter la carrière de compétition. Est-ce que, est-ce que tu peux nous raconter justement comment tu as mis en place ce tournoi, pourquoi à Lausanne et comment ça fonctionnait, quoi? Euh, à l'époque, c'était possible, c'était encore possible parce que l'ATP Tour n'était pas encore structuré, qu'il y avait 3 tournois par semaine, toutes les semaines. Et puis, il y avait une période justement entre Monte-Carlo et Roland-Garros, où il y avait 2, 3 semaines où on les appelle événements spéciaux, special events. Et là, comme j'habitais à Lausanne, je commençais à m'occuper de ce tournoi. On avait un très, très bon sponsor, je peux donner même le nom, c'était l'horloger Ebel. Le tournoi s'appelait Ebel Classic. On invitait les joueurs, ils nous faisaient confiance, ils savaient qu'ils seront bien traités à Lausanne. C'était un bon tournoi de préparation pour Roland Garros et pour le tournoi qui suivait. Et c'était très, très sympa, hein. D'ailleurs, on a eu des demi-finales Becker-Edberg, même pas la finale. Et ça, c'était une finale de Grand Chelem. Tu avais des gros prix pour attirer ces stars-là ou comme c'était tes potes, il y avait pas? Non, tout était raisonnable à cette époque. Est-ce que tu te souviens de une ou deux histoires sympas avec les joueurs de l'époque que tu as réussi? Ben, il y avait Yannick Noah qui jouait aussi, hein. Il a failli de perdre. Et moi, je, je- je- j'ai eu des frissons, mais pas des frissons de bonheur, hein, parce que j'avais peur que Yannick perde, parce que c'était après Roland Garros, hein, qu'il arrive en finale. Moi, et pas qu'il perde en premier tour. Ouais. Il a gagné, il avait gagné. Il y avait combien de prize money au vainqueur? 10 000 $. Ouais, mais Parce que, c'était 80 et quelques, hein. C'était ouais, pas 2020, hein. ouais, ouais, absolument. Je disais tout à l'heure dans ta présentation que tu as travaillé à la réorganisation du circuit professionnel en 89 avec l'ATP. Ouais. Qu'est-ce que vous avez changé précisément? Ouais, mais tu sais, l'ATP jusqu'à 89, c'était ATP, Association de joueurs professionnels. C'était comme un syndicat, une organisation où il n'y avait pas vraiment de structure
administratif. Les joueurs appelaient l'ATP pour rentrer dans un tournoi, pour se retirer, pour demander les informations. 89, arrive l'idée il faut qu'on prenne les choses en main et on se réunit avec le tournoi et on crée ATP Tour. Les joueurs 50%, les tournois 50%, et c'est depuis 90 que l'ATP a gardé cette structure, cette construction où c'est le seul, à mon avis, organisation, association sportive mondiale où c'est un partenariat, ou bien on peut toujours contester, mais ça dure et ça marche. Et le tennis, il a fait beaucoup de progrès. Depuis cette époque-là, 89, il y avait une fameuse conférence de presse sur le parking de US Open parce qu'il y avait le clash entre la Fédération internationale et l'ATP. Et depuis ce moment-là, on s'est réunis après en Floride, commencé à faire un nouveau calendrier, tous les secteurs d'organisation, marketing, officiating, comment on appelle ça, tout était réorganisé. Et moi, je faisais partie de cette groupe-là. Masters, fameux Masters, qui avait un très, très bon succès à New York, je pense, pendant 13 ans. ITF faisait plus partie de l'ATP Tour. On l'a déménagé à Francfort et c'était vraiment un succès fou parce que j'ai fait le directeur de tournoi 6 ans, et puis à Hanovre 2 années, et puis une année à Lisbonne. Tous les masters qui étaient en Europe. Après, on a passé à Sydney, Houston, on a passé partout, jusqu'à Londres. Et voilà, la dernière année à Londres. Maintenant, on est à Turin. Tu travailles encore du coup pour le Masters? Non, je travaille pour le Masters de Monte-Carlo. Yes, on va y venir juste après. Incroyable. Tu es partout. Qu'est-ce que tu penses juste rapidement du mouvement qui a été créé par Djokovic, là, le syndicat parallèle à celui de l'ATP? Ouais, je pense que ça peut nuire à la structure de l'ATP qui est déjà représentée. Les joueurs sont représentés de cette structure par Player Council, le conseil des joueurs. On ne peut rien faire au niveau de l'ATP si les trois joueurs votent contre. Hein. Et là, de l'autre côté, il y a le vote de 3 directeurs de tournoi. Mais si les joueurs vraiment veulent quelque chose, ils soumettent la demande, ça se vote. Et je pense que ça marche bien. Bon, on n'a jamais demandé le tournoi s'ils étaient à 100% contents. Si on demande le tournoi de 250, ils galèrent un petit peu, mais on est en partenariat, on essaie à un certain niveau démocratique, on essaie de trouver la solution. J'apprécie l'idée de Djokovic qui, vraiment, c'était pas rien pour son propre bénéfice, hein, pour son gain personnel. Il voulait que le prize money augmente dans les premiers tours pour aider un peu les joueurs qui sont moins, qui ont moins de ressources et tout ça, mais c'est difficile. Le tennis, c'est devenu un business. C'est difficile dans un business, dans une industrie contente de tout le monde. Hein. Alors là, je ne sais pas ce que ça va donner dans le futur. Hein. Comment il s'appelle déjà ce mouvement de Djokovic là? C'était PPTE, Professional Tennis Association, un truc comme ça. Okay. On arrive à la fin du coup de ta carrière et de ton après-carrière, juste avant de devenir directeur du Monte-Carlo Rolex Master. Le tournoi de Monte-Carlo donc, existe depuis 1897. C'est un des plus vieux tournois au monde. Est-ce que dans les grandes lignes, déjà, tu peux nous préciser son histoire? Le club 1800. Le tournoi, je pense, c'est de 1928. Et puis, tu me corriges, hein, et puis avec deux pauses hein, qu'il a fait pendant deux guerres mondiales. Hein. Ouais. Votre affluence habituelle sur la semaine, elle est de combien de spectateurs? Jusqu'à 2019, parce que l'année dernière, le tournoi était annulé. C'était 136 750 spectateurs en 2019. Ça veut dire 13, 14, 15 000 spectateurs par jour. J'ai lu qu'à la différence des autres Master 1000, les 30 meilleurs joueurs mondiaux ne sont pas obligés de venir. C'est bien ça? C'est bien ça, mais si on lit le tableau, on ne dirait pas, parce que déjà cette année, ils sont tous là, y compris le 9 sur 10, parce que Roger, à mon avis, il va pas jouer
pas Monte-Carlo, il ne va pas jouer sur terre battue. Et les autres 9 sont là. Et comment t'expliques Inscrits. que tous les meilleurs viennent finalement? Mais déjà, le niveau de tournoi, hein, de base, Masters 1000, hein, le mot l'explique, 1000 points, prize money d'un Masters 1000. C'est le tournoi qui ouvre la saison européenne de terre battue, qui est bien organisé, qui a une histoire très particulière, qui a un prestige quand même certain, et c'est un peu le place to be au mois d'avril. Hein. Ouais. Il ne faut pas le cacher, avec le Grand Prix de Formule 1 qui suit au mois de mai. On ne peut pas annuler l'histoire, la tradition, le prestige. Il y a un peu de modernité aussi, et les gens aiment bien se retrouver, y compris les joueurs. Ils préfèrent de jouer à Monte-Carlo avec le beau temps, dans un club vraiment magnifique, dans une ambiance de fête, que un autre tournoi dans notre pays ou dans un autre endroit qui n'est pas si sympathique ou prestigieux. Et pourquoi les 30 meilleurs sont pas obligés de venir? Parce que ça, c'était fait à l'époque où on construisait le circuit. Et là où les joueurs ont eu leur mot à dire, hein, parce que Monte-Carlo doit garder sa catégorie, mais on n'est pas obligé de s'inscrire. De toute façon, on va le jouer. Et puis, ce moment-là, on a eu tout le monde à jouer toujours. Hein. Sauf si quelqu'un ne veut pas jouer, mais il ne joue pas ni Miami ni Cincinnati. Hein. Ce n'est pas qu'à Monaco qu'il ne joue pas. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es devenu directeur du tournoi? Oh, ça a à faire avec ma carrière après le tennis qui a suivi un chemin logique où j'ai commencé d'organiser les tournois. J'ai pris un peu déjà j'ai pris le galon à Lausanne où j'étais directeur. Après, bien sûr, neuf, 9 années de masters, de finale de l'ATP. Ça quand même, j'ai côtoyé tout le monde, hein, un partenaire, sponsor. Parallèlement, j'étais directeur de l'ATP d'Europe. À un moment donné, le bureau était à Monaco. Et j'ai juste traversé le pont et je suis devenu le directeur de tournoi de Rolex Monte Carlo Masters, 17e année. Est-ce que tu aurais deux, trois meilleurs souvenirs ou anecdotes avec Roger, Rafa, Djoko que tu pourrais nous raconter? Oui, oui, et ça prouve pas seulement que c'est des athlètes d'une autre planète ou des personnages aimés par tous, connus, ils sont aussi humains, et ça, j'ai fait l'expérience, et ils ont fait la preuve. Le moment où le tournoi était menacé, avant l'époque où on est devenu Masters 1000, on vient de parler de ça, ils se sont réunis et montés sur les barricades pour défendre le statut de la catégorie de Monte Carlo Masters 1000. Si tu te rappelles, on était menacé en même temps qu'Hambourg. Hambourg, il n'a pas survécu. Une catastrophe, on ne peut pas changer la date. Avril, c'était la date traditionnelle. Et puis eux, ils se sont réunis. Et puis l'ATP on a gardé la catégorie Masters 1000 grâce à ces trois gars-là qui n'avaient rien à gagner. Hein, parce que avoir Monte-Carlo ou un autre tournoi ou pas, ils ont assez de tournois à jouer qui apportent et les points et les prize money. Mais là, ils étaient vraiment solidaires et ils nous ont aidés à préserver la catégorie. Djoko, tu le vois toute l'année dès qu'il s'entraîne à Monte-Carlo. C'est un ami à toi, non? C'est un ami à moi. Il s'entraîne à ce moment-là, je pense, pour Miami, il joue sur le dur. Et comme ça, comme ici, on a des très, très bons cours d'entraînement. Il y a les joueurs qui s'entraînent tout le temps pour préparer Miami. Et après, il revient à Monte-Carlo, bien sûr. Depuis 2006, vous êtes avec Rolex. Il y a d'ailleurs le nom de la marque associée au tournoi. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce partenariat? Seulement dire que c'était une des meilleures choses qui puisse arriver à n'importe quel tournoi, surtout pour Monaco, qui a quand même une élégance, un style de vie, un peu de glamour, un peu d'un niveau vraiment d'excellence. Alors, si on peut dire, Monaco, c'est l'excellence au niveau de façon de vivre. Rolex, c'est l'horloger suisse qui incarne l'excellence et la beauté, le style. Alors là, les deux là, on l'a fait ensemble et on a fait un tournoi magnifique depuis, comme tu dis, depuis 2006.
Avant-dernière question, confirme-moi, en Master 1000, il n'y a pas de minimum garanti pour les joueurs. Non, il n'y a pas de minimum garanti. Il y a le prize money qui commence bien déjà. Bon, Ouais. cette année, c'est le week long, le prize money a baissé. Il a presque 10 000 dollars pour, tu sais, perdre au premier tour. On sait bien qu'on dépense beaucoup, mais c'est quand même, le prize money est conséquent. Je pense, à partir du premier tour, je ne dis même pas pour le vainqueur qui mérite chaque euro qu'il gagne, je pense. Hein. Mais Cette année, le prize money a diminué de combien de pourcentage? a dû baisser pour le tournoi de huis clos 60% de réduction. Dernière question, du coup, est-ce que vous avez déjà eu des demandes un peu insolites de la part de personnalités qui viennent au tournoi? Euh, pour ma personnalité, c'est le joueur et les célébrités. Ah, tu sais bien qu'à Monaco, on n'est pas obligé d'avoir des invitations aux grands acteurs, les grands hommes de politique et tout ça. Ils viennent tous à Monaco. Ils sont contents d'être là, j'ai l'impression. Alors là, ils nous font vraiment la publicité pour le tournoi quand ils viennent ici. En plus, ils ne demandent rien, ils ne posent pas de problème et ils parlent bien du tournoi. Par contre, l'autre catégorie de personnalités, c'est les joueurs. Et ça, il faut s'y attendre, hein, qu'ils demandent les choses. C'est leur vie, c'est leur gagne-pain. Ils sont là pour jouer dur, gagner les matchs. Et sans cesse, ils demandent quelque chose. Et ça c'est mon rôle et le rôle de mes collaborateurs d'essayer de satisfaire la plupart de ces demandes. Si c'est que chaque joueur demande de commencer mercredi, ça, on est déjà habitué à ça, hein, bien que le tournoi commence dimanche. Hein. Alors là, on commence à avoir les demandes de joueurs de commencer mercredi. On essaie de satisfaire. Il y a un critère, c'est celui qui arrive de loin, celui qui a joué la finale, bien sûr. Mais la plupart veulent jouer mercredi. Une demande qui nous a pu créer des problèmes, et là, on a essayé de l'arranger. Andy Murray, 2011, je ne me rappelle plus quelle année, 2012, sérieusement blessé. Et puis, on a suivi son coude hein, depuis lundi. Bon, il joue, il gagne, il joue bien, mais à un moment donné, le coude lâche et il arrive le samedi, le matin, avant la demi-finale. Jelko, je dois déclarer forfait. Demi-finale, tu peux imaginer Nadal-Murray, France Télévisions direct, transmission, et on risque de le perdre. Après, le kiné de l'ATP, il était vraiment fabuleux à cette époque-là. Et puis, ils ont fait tout possible, c'est les thérapies, les traitements et tout ça. Ben, au moins, va taper quelques balles sur le cours de France et essaye de jouer comme ça tu prends la décision. Je dis, mais ça ne sert à rien, j'ai mal. Il accepte, il s'entraîne, et puis je dis, OK, je vais essayer. Mais tu sais, au bout de deux jeux, je vais déclarer forfait. Il rentre sur le cours, France Télévisions, 7-5 au troisième set, Nadal gagne le meilleur match de tournoi. Incroyable. Voilà. Alors, ça, c'était une demande légitime. Tu sais, parmi les demandes incessantes des joueurs qui sont, pour moi, sont tous légitimes. Hein. Il y a Agassi, une année, qui a demandé d'aller voir le Saint-Suaire à Turin et tu lui avais fait affréter un hélicoptère. C'est bien ça? C'était mon prédécesseur qui a tout fait, bien sûr, comme j'aurais fait la même chose. Et puis, il est allé voir la Madone. On avait affrété un hélicoptère pour faire un aller-retour, mais ce n'était pas moi. C'était avant mon époque. Et Roger, Djoko, non? Non, c'est des demandes tout à fait. C'est rien de spécial. Ouais. Rien de spécial. On arrive vraiment facilement à gérer tout ça. Une pizza, Domino's Pizza, Oh, mais non, ça, ou un Burger même King. Même pas. Je plaisante. C'est surtout au niveau de leur préparation. Est-ce qu'on peut avoir un cours avant ou après ou un truc comme ça? C'est vraiment très, très professionnel. Ça n'a rien à voir avec tu sais, les choses bizarres. Non. Ok. Un grand merci pour ton temps, Zeljko. Merci d'avoir suivi ce hors-série dédié au tournoi du circuit. Viens nous dire en commentaire ce que tu en as pensé. Tu as également plusieurs ressources en lien dans la description de l'épisode si tu veux progresser mentalement et gagner en relâchement sur le court. J'ai fait une synthèse de 14 enseignements
de Jean-Philippe Vaillant, prépa mental, qui est passé sur le podcast. Il a coaché 12 joueurs et joueuses du top 100, c'est du lourd. Et si tu veux savoir ce que la stat dit de ton jeu, on a enregistré 4 clés avec Fabs Barreau, statisticien dédié au tennis, qui travaille entre autres avec le coach de Félix Auger-Aliassime et de Daniil Medvedev. C'est 1h14 de contenu offert qui devrait t'en apprendre plus sur ton propre jeu que depuis que tu as commencé le tennis. Alors, en un seul mot, fonce. On a aussi un questionnaire en lien si tu veux nous souffler des idées, ça nous aide énormément. Voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Venez nous le dire une fois de plus. Bonne fin de Monte-Carlo les légendes et à mardi prochain. Ciao.